Bienvenue à vous tous et à vous tous et merci d'être avec nous pour cette émission avec Judith sur YouTube Première de France 24 et toutes les plateformes de podcast. Mes invités reviennent sur leur parcours, les changements dans leur vie, les circonstances de ces changements et leurs conséquences. Bonjour Karine Lacombe. Bonjour. Vous êtes professeure de médecine, chef de service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Saint-Antoine à Paris depuis 7 ans, spécialiste du VIH, des hépatites et du Covid, autrice de plusieurs ouvrages dont Les femmes sauveront l'hôpital aux éditions Stock et puis de cette BD La médecin, une infectiologue au temps du corona, également aux éditions Stock, co-illustrée par Fiamma Luzzati. Mais avant de commencer cet entretien qui est consacré au changement dans la vie, vous vouliez revenir sur le fait que la France reste très mal placée sur les vaccins, notamment le HPV, le papillomavirus. Eh bien oui, c'est vraiment dommage. Le papillomavirus est un virus qui est oncogène, c'est-à-dire qu'il est responsable de cancer chez la femme, le cancer du col de l'utérus, de cancer chez l'homme, cancer du canal anal, mais également le cancer de la gorge. C'est une maladie qui est transmissible sexuellement, qui est extrêmement fréquente. Et cela fait plusieurs années qu'on a un vaccin qui est très efficace, qui est remboursé pour les jeunes hommes, les jeunes femmes. Et on a malheureusement beaucoup de mal à faire décoller la vaccination. Alors qu'on a montré que grâce à la vaccination, dans certains pays, comme des pays du nord de l'Europe, mais également en Australie, on avait réussi à quasi éliminer les cancers du canal anal et du col utérin. Et c'est vrai que c'est vraiment extrêmement dommage d'avoir une maladie à prévention vaccinale et qu'on n'utilise pas les moyens qui sont à notre disposition. Et comment vous expliquez que dans le pays de Pasteur, il y a une telle réticence face au vaccin? Alors, il y a plusieurs raisons. Donc, la vaccination a eu du mal à se mettre en place. Depuis quelques années, elle est accessible lors de la scolarisation, en particulier au collège. Malgré tout, il y a des réticences dans les familles, en particulier parce qu'en France, même si, comme vous dites, c'est le pays de Pasteur, on a un vaccinoscepticisme rampant qui fait que on a une opposition qui reste assez forte euh, contre la vaccination. Et on croit toujours que la maladie, c'est pour les autres, que ça ne peut pas nous toucher nous. Et qu'on a du mal à faire changer cette mentalité. Donc on essaye, hein, il y a maintenant une facilité, donc déjà un remboursement de cette vaccination à 100% pour les personnes éligibles. On essaie de promouvoir la vaccination dans le milieu de soins et puis bien sûr au collège, mais on a encore du mal, voilà, et puis surtout dans l'atmosphère actuelle, avec ce qui se passe aux États-Unis par exemple, ça peut que rendre la défiance vaccinale plus importante. Revenons-en à notre entretien. La médecine, pour vous, c'est une vocation qui remonte à l'enfance. Oui, d'aussi loin que je me souvienne, c'est le seul métier que j'ai voulu faire. Le premier métier que j'ai exprimé quand j'étais gamine, hein, mes premiers souvenirs remontent à l'âge de 3-4 ans, c'était d'être docteur. Et votre père était ouvrier, votre mère, fille de réfugiés espagnols, elle est devenue institutrice. Donc vous, vous êtes un produit de l'école républicaine? Bah, c'est vrai qu'on peut probablement dire les choses comme ça. Je suis née dans les années 70 et c'est vrai que quand on vient d'un milieu, relativement modeste, je veux dire, classe moyenne en fait, bah, l'éducation ça représente tout et ma mère qui était institutrice, ça nous a beaucoup poussé mon frère et moi pour qu'on fasse des études. Déjà qu'on s'investisse pleinement quand on était à l'école, primaire et puis ensuite le collège, le lycée pour elle, c'était, la seule façon de monter dans la hiérarchie sociale et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'avec une mère institutrice, mon frère et moi avons été quand même beaucoup aidés, mais c'était pour elle le seul moyen de progresser et d'avoir un jour un vrai métier. Et alors les études de médecine, elles sont longues et difficiles, et malgré tout, vous avez gardé la vocation. Et quand vous avez été interne des hôpitaux, vous avez choisi la santé publique. Alors Pourquoi et comment?
Donc effectivement, la santé publique, c'est une discipline, qui n'est pas vraiment à l'honneur pendant les études de médecine, parce que la santé publique, c'est l'étude de la santé de toute la population et pour beaucoup de personnes, c'est pas tellement valorisant. Parce que ce qui est valorisant, c'est les spécialités d'organes. On va s'intéresser à la pneumologie pour les poumons, à la néphrologie pour le rein, spécialité très intellectuelle, ou encore à la chirurgie, la neurochirurgie, la cardiologie, etc. Et pendant mes études de médecine, j'ai un peu touché à tout, très peu aux maladies infectieuses d'ailleurs, parce qu'en fait, vous savez, quand on choisit nos stages d'externe, pardon, donc pendant les études de médecine, eh bien en fait, c'est en fonction de notre ordre alphabétique. Donc voilà, moi, avec Lacombe, j'ai jamais pu choisir de stage en maladies infectieuses. Donc je connaissais pas tellement les maladies infectieuses. Et puis je me suis dit: «Ah», j'étais très intéressée par, la chirurgie, ORL et en particulier, la chirurgie avec le microscope. J'étais assez manuelle, j'aimais bien, voilà, tout ce qui était chirurgie, j'ai fait de l'orthopédie et cetera et pendant ma dernière année d'études de médecine, je suis tombée un jour sur un article, dans le quotidien du médecin qui racontait en fait, le travail que faisait un médecin généraliste qui faisait des missions à l'étranger et qui en fait, dans ces missions, bien, évaluait la santé de la population et montait des projets d'intervention pour répondre à ces problèmes de santé, qui pouvaient être la malnutrition, qui pouvaient être l'absence de vaccination et à un moment je me suis dit: «Mais en fait, c'est pas au niveau de l'individu qu'il faut agir si on veut vraiment agir sur le cours des choses. C'est au niveau de la santé globale d'une population. Évidemment, quelqu'un a un problème cardiaque. On va résoudre son problème cardiaque, d'accord, mais ça va pas améliorer la santé globale de la population. Et donc, je me suis dit, mais c'est quoi cette spécialité qui s'intéresse à la santé globale de la population? En fait, c'est la santé publique. Et c'est comme ça que j'ai décidé de faire de la santé publique. Alors, sauf qu'aujourd'hui, la santé publique, c'est choisi en dernier par les internes et les premiers, ils choisissent en tout cas la radiologie ou la chirurgie esthétique, plutôt des spécialités où on gagne beaucoup d'argent. Comment vous expliquez, comment vous interprétez ce changement aujourd'hui? Alors c'est vrai qu'en santé publique, on ne gagne pas beaucoup d'argent. En général, c'est pas des spécialités, qui sont très rémunératrices. En revanche, on a vu pendant la crise covid et dans toutes les crises sanitaires, mondiales, qu'en fait, c'est vraiment la santé publique, une approche globale de la santé, qui permet de vraiment répondre aux crises de santé majeures actuelles. Et et je pense que c'est vraiment une méconnaissance de la spécialité, une méconnaissance de son impact et puis peut-être aussi un problème de valorisation, de ce métier, de médecin de santé publique. De valorisation financière évidemment, mais également de valorisation en termes de place dans la société et de place dans la hiérarchie, dans la hiérarchie du système de santé. Vos années d'internat à Paris ont été dures, avec des épisodes de dépression. Vous avez connu des propos humiliants et des brimades de la part de certains médecins seniors. Et finalement, vous avez eu un sentiment d'imposture. Expliquez-nous pourquoi ce sentiment d'imposture. Alors c'est vrai que, j'étais confrontée, lors de mon arrivée à l'internat, à 2 enjeux majeurs. Le premier, je venais de province, donc je ne connaissais pas le milieu médical parisien, je ne connaissais pas les codes et quand on ne maîtrise pas les codes, ça demande beaucoup, beaucoup plus de travail et d'investissement, que quand on vient du milieu, dans lequel on travaille. Et mon deuxième problème, c'était la santé publique. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était une spécialité qui n'était pas vraiment à l'honneur et donc c'était beaucoup moins prestigieux de faire un internat de santé publique qu'un internat de cardiologie, de médecine interne. Il a donc fallu s'adapter à ces 2 challenges-là et puis le troisième challenge, bien, c'était celui d'être une femme et d'être une femme dans un milieu qui était à l'époque majoritairement composé d'hommes ou en tout cas dans les positions de pouvoir, ça a représenté un Plafond de verre. désavantage très important avec, exactement comme vous dites, une espèce de plafond de verre où il fallait faire 3 fois plus d'efforts pour arriver au même niveau que, des hommes, dans mon milieu professionnel. Et aujourd'hui, selon plusieurs enquêtes santé, il y a encore 23% des internes qui ont des pensées suicidaires et 4% qui ont fait des tentatives de suicide. La situation, elle a pas l'air de beaucoup s'améliorer. Alors la situation de la santé mentale, en milieu professionnel et en particulier pendant les études de médecine
est un vrai enjeu auquel on a beaucoup de mal à répondre. Je pense que, à mon époque, donc il y a 20 ou 30 ans, quand j'étais vraiment en études de médecine ou jeune médecin, c'était un problème qui était, très peu, visible. Quand j'étais jeune médecin, interne et jeune médecin, j'ai eu des collègues, qui se sont suicidés. J'ai été, chef de clinique et je me rappelle un événement qui a été, extrêmement, dramatique dans notre service. On avait un contact avec un interne, avec lequel nous avions le sentiment que ça se passait bien, avec qui j'avais, de fréquents échanges et puis un matin, on avait une réunion, il n'est pas venu. Donc on s'est dit: «Oh, il doit être malade», mais c'était étonnant parce qu'en général, quand les internes sont malades, ils préviennent qu'ils vont pas venir, ils viennent le lendemain, le surlendemain et puis l'après-midi, on n'arrivait toujours pas à le joindre et puis, en soirée, ben, un de ses collègues internes est allé chez lui et personne ne répondait et donc on a appelé les pompiers et en fait, il avait fait, une tentative de suicide, réussie, avec, des médicaments, pris à l'hôpital et donc ça a été un épisode, absolument dramatique où évidemment on se remet en cause soi-même, enfin en tout cas on remet en cause le système, Le le fonctionnement. service, comment ça s'est passé, le fonctionnement du service. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que cet interne avait des fragilités qu'on n'a pas vues? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu anticiper, ce problème-là? Alors évidemment, bon, je vous explique pas le drame pour la famille, mais c'est vraiment également un drame pour son environnement professionnel et donc on a beaucoup, on s'est réunis, on a beaucoup parlé, essayé de comprendre ce qui s'était passé. Évidemment, on comprend jamais vraiment, mais, hem mais ça nous interpelle, oui. Est-ce que le milieu professionnel est un milieu maltraitant qui fait que, bah, on va se suicider? Donc oui, c'est un véritable enjeu, alors auquel maintenant il y a des réponses qui sont apportées. On a mis en place, à l'université des commissions, qu'on appelle de qualité de vie. Ce sont aussi des commissions qui existent à l'hôpital, qu'on fait intervenir dans toutes les situations qui sont identifiées de maltraitance au travail, où maintenant effectivement on a l'impression qu'il y en a plus, mais surtout parce qu'on les voit mieux. Parce qu'on les voit mieux, on les détecte mieux et on essaie d'y apporter des réponses, heu, mais Mais ça ça concerne reste peut-être un pas enjeu. que seulement les internes, hein, ça concerne peut-être Non, toute la jeunesse, bien en sûr. fait. Voilà, en fait, on se rend compte, hein, moi je suis responsable, de d'autres diplômes, en particulier des masters, qui ne sont pas adressés aux internes en médecine et je vois bien, le problème de santé mentale est très prévalent. Alors est-ce que l'épidémie de Covid a eu un impact, hein, sur cette incidence des problèmes de santé mentale chez les plus jeunes? Probablement. Probablement. Au milieu de votre internat de santé publique, vous prenez 1 an de disponibilité pour réaliser l'une de vos passions, le voyage. Et à chaque fois, c'est l'occasion de changement, le voyage. Donc, vous partez avec votre compagnon pour rejoindre l'Iran, en passant par l'Italie, la Grèce et la Turquie. Et au fil des étapes, vous avez travaillé dans des centres de santé primaires. Et en Iran, vous découvrez les conditions de vie très contraignantes des femmes et vous écrivez «Téhéran est une prison pour les femmes». Mais vous découvrez aussi le courage de ces Ouais. femmes iraniennes. Ouais. Alors ce qui est incroyable, quand je relis ce passage de mon livre, que ça me renvoie à ce que j'ai vécu à l'époque, hein. J'y étais, en 1996-1997, mais finalement, est-ce qu'on voit ce qui s'est passé ces dernières années, c'est effarant, mais c'est surtout absolument bouleversant parce que ce que moi j'ai vécu à cette époque-là, ça s'est probablement aggravé, dans ces 30 ans, qui se sont passés et je suis, totalement bouleversée par ce qui se passe pour nos collègues médecins. À l'époque, j'ai travaillé là-bas, donc j'étais voilée, hein. J'ai travaillé dans un centre de soins de santé primaire au pied du Damavand, qui est le grand volcan, la plus haute montagne d'Iran, qui culmine à 5 600 mètres. Et j'ai eu une petite assistante qui parlait un petit peu anglais, donc moi je ne parlais pas farsi, donc ça m'a aidée, ça m'a appris des mots de base pour examiner les patients et cetera et cette jeune femme, qui avait 16-17 ans, voulait faire des études de médecine et donc j'ai travaillé pendant une quinzaine de jours et c'était, ma petite assistante, fille très intelligente, très très vive et j'ai beaucoup pensé à elle ces dernières années parce que je me suis dit: «Est-ce qu'elle a réussi à faire des études de médecine et surtout qu'est-ce qu'elle est devenue, cette jeune assistante voilée qui m'assistait et à laquelle je pense souvent.
Elle a peut-être maintenant. participé au mouvement Femmes, Vie, Liberté, Peut-être, et j'espère surtout qu'elle n'a pas fait partie des des femmes qui ont dernières, été assassinées. du dernier massacre. Ouais. Puis, comme interne de santé publique, vous vous engagez à Médecins du Monde. Et là, vous participez à la lutte contre le sida, notamment au Vietnam, auprès des populations les plus vulnérables, les personnes prostituées ou droguées. Et votre action à Médecins du Monde a été très importante pour vous sur le plan personnel, mais aussi sur le plan de votre carrière comme chercheuse scientifique et spécialiste des maladies infectieuses. Expliquez-nous ce que ça vous a apporté. Alors c'est vrai que cette expérience a vraiment été, absolument fondatrice. Donc j'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais à la fin de mon internat et le début de mon clinica, et j'ai eu la chance de rencontrer une personne extraordinaire qui s'appelle Gilles Raguin, qui était, médecin interniste, spécialiste du VIH, et qui est devenu, un peu avant que je ne commence à travailler à Médecins du Monde, donc au début des années 2000, directeur médical de Médecins du Monde. Et donc il connaissait, mon appétence pour les populations en situation de vulnérabilité, et puis j'avais déjà beaucoup voyagé, donc je connaissais bien l'étranger, la vie à l'étranger, le rapport, qu'il y a entre nous venant, de pays développés avec, les pays en voie de développement. Et donc il m'a dit: «Bah écoute, on cherche à monter un programme d'accès aux antirétroviraux, donc les médicaments du VIH, au Vietnam, à l'époque où il n'y avait encore quasiment pas d'accès, et donc dans des populations en situation de grande vulnérabilité qui étaient les usagers, usagères de drogue et les travailleuses, travailleurs du sexe». Et donc je lui ai dit: «Bah, ça rentre tellement dans mon engagement militant médical que oui, bien sûr, absolument». Et donc j'ai fait du bénévolat, et ce bénévolat a duré 10 ans. Et pendant ces 10 ans, donc je suis régulièrement allée, au Vietnam, et on a monté des projets dans des centres de santé ouverts pour ces personnes en situation de vulnérabilité qui vivaient dans la rue, d'abord à Ho Chi Minh Ville, donc Saigon dans le sud, et puis ensuite à Hanoï dans le nord. Et on a été les premiers à apporter les antirétroviraux au Vietnam. Ensuite, on a travaillé sur la substitution de l'usage de drogue avec l'accès à la méthadone, bien sûr au dépistage du VIH, des hépatites virales, des infections sexuellement transmissibles, mais surtout au-delà de ça, qui était purement du soin, de la prévention et du soin, on a beaucoup travaillé sur l'aspect psychosocial de l'infection par le VIH, et en particulier avec des actions de réinsertion professionnelle, d'aide à l'observance, de soutien de ces personnes vivant en situation de grande précarité. Et donc ça a été extrêmement fondateur Pour vous? parce que c'est là vraiment, ça c'était vraiment une vraie mission de santé publique. C'était pas simplement le fait d'apporter les antirétroviraux et de traiter les infections opportunistes liées au sida. C'était bien plus que ça. C'était prendre en compte l'aspect global de la santé d'une personne, son équilibre psychique, donc sa santé psychique, mais aussi sa santé dans tout son environnement social, son environnement économique. Et j'ai vraiment trouvé, tout l'accomplissement de mon métier. J'étais là pour quelque chose qui était plus grand que moi, et qui m'a construite, oui. Alors, dans les hôpitaux à l'AP-HP, l'assistance publique des hôpitaux de Paris, 50% des médecins sont des femmes, mais seulement 15% des professeurs. Donc, vous avez réussi néanmoins, on le disait, à briser ce plafond de verre. Donc, vous êtes devenu professeur des universités malgré tous les obstacles, la double journée de travail, les grossesses, le machisme professionnel. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille, Karine Lacombe. Ah non! Je me rappelle, il y a quelques années, j'étais interviewée dans un journal, et la journaliste a titré, «Karine Lacombe dit: "C'est la fight"». Et en fait, oui, c'est vrai que c'est la fight, c'est un combat au quotidien, pour mener de façon satisfaisante toutes ces carrières de front, avec souvent ce sentiment, et vous l'avez dit tout à l'heure, d'imposture. Est-ce que je suis la bonne personne au bon endroit? Pourquoi moi et pas ma voisine, mon voisin? Qu'est-ce que j'ai que, c'est moi qui en a choisi? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on va se rendre compte qu'en fait, on s'est trompé, que c'est pas Karine Lacombe qu'il fallait là? Et donc c'est vrai que ce sentiment d'imposture, c'est quelque chose qui est très profondément ancré, je pense, dans beaucoup de femmes, parce que ça fait aussi partie de notre éducation. Notre éducation qui est quand même une éducation qui était beaucoup tournée vers
la suprématie masculine avec les femmes plutôt en support. Et d'ailleurs, dans le milieu médical, les femmes restent encore beaucoup dans le support, dans le care, et le pouvoir reste encore beaucoup détenu par les hommes. Même si quand même, avec MeToo, Est-ce que euh, les choses sont pas en train de changer? voilà, donc il faut quand même se dire que depuis 5 ans, je dirais, 5-10 ans, les choses sont en train de changer. Même les milieux de pouvoir dans le milieu médical sont en train d'être conquises par les femmes, mais ça reste difficile. Il a fallu qu'on mette en place de ce qu'on appelle la discrimination positive. Et Mmh. il a fallu aller chercher les femmes, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour un poste, un homme se proposera. Une femme est proposée. Et elle est proposée parce qu'elle n'a pas aussi intégré que, eh bien, elle pouvait avoir des compétences à égalité de celles d'un homme, et donc elle peut aussi spontanément dire: «Bah oui, ce poste, il est pour moi, donc je candidate». Alors que c'est pour ça qu'il a fallu mettre en place des actions de discrimination positive, c'est qu'en fait, il faut souvent aller les chercher, les femmes. Alors on travaille beaucoup sur ça avec les jeunes, hein, pour que justement elles prennent possession, elles se saisissent de ces opportunités. Et dans votre livre, hein, vous décrivez un milieu hospitalier machiste où, selon une dernière étude, 78% des femmes ont été victimes de comportements sexistes et 30% de gestes inappropriés à connotation sexuelle. Le tout au nom de la tradition carabine, au nom de la liberté sexuelle conquise en mai 68 Mmh. et bien souvent sous la pression de la hiérarchie. Est-ce que MeToo est en train de faire changer cela? Est-ce que depuis MeToo, ça change aussi ça? Alors, ce que MeToo a fait, c'est surtout porter un regard médiatique sur cette question, et a vraiment jeté une lumière crue sur le problème. Et moi, j'ai toujours dit que quand on nomme les choses, c'est déjà le début de la solution. Et effectivement, depuis 2017, et en particulier après le Covid, il y a quand même eu des séismes autour de ces violences sexistes et sexuelles dans beaucoup de milieux. Le milieu médical, c'est arrivé tard, hein, 2022-2023. Ça a été difficile parce qu'en fait, c'est un milieu qui étouffe les affaires, et qui étouffe les affaires, en particulier vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'on essaie de régler les problèmes internes. On ne peut pas dire que les choses ne changent pas. Il y a des commissions qui se sont mises en place dans les universités, à l'hôpital, mais ça reste quand même un milieu où on ne fait pas de vagues à l'extérieur, et donc on a le sentiment que les choses bougent, mais malgré tout, c'est pas encore normal qu'en 2025, on ait des situations de harcèlement à l'hôpital, comme si quelque part, ceux qui sont responsables du harcèlement n'ont pas compris ce qui se passait à l'extérieur, et que c'était des situations qui n'étaient pas acceptables. Donc les choses changent, mais les mentalités on bougent, enfin, se modifient beaucoup moins vite que ce qu'on voudrait, parce que la législation, elle, avance. Mais il y a encore un énorme travail à faire sur, le changement des mentalités. Mais vous avez participé à cette libération de la parole. Oui, bah, écoutez, oui, ça a été dur, hein. J'en suis pas encore sortie parce qu'il y a encore des procès en cours, et donc il faut avoir, les épaules assez solides, et si moi j'ai osé prendre la parole, c'est aussi parce que, j'ai atteint une position, de reconnaissance professionnelle qui fait que je peux me permettre de prendre la parole. Mais j'ai beaucoup d'exemples de jeunes, collègues qui sont venus me voir, qui sont sur des boulots précaires, sur, des postes à durée déterminée, et qui me disent: «Mais en fait, moi, ce que vous avez fait, je peux pas le faire parce que je sais que je risque de perdre mon travail, de pas avoir le poste que je voulais, qu'on m'a promis dans tel service et tout». Donc c'est pour ça que des femmes comme moi, on doit porter la parole, des plus jeunes. Et vous avez désigné aussi un urgentiste très connu. Oui, c'est vrai que c'est une situation, voilà, très inconfortable, bon, on va voir. Vous dites: «L'hôpital sera sauvé par les femmes», c'est le titre de votre livre. Bon, c'est un beau projet, mais est-ce que c'est pas finalement un projet plus large qui concerne toute la société? Et est-ce que du coup, c'est ce qu'on disait, est-ce que le projet, il est pas tout simplement en cours en ce moment? Et c'est vrai qu'il n'y a pas que le milieu de l'hôpital, qui gagnerait à avoir, une féminisation plus importante. Ce que j'ai constaté à l'hôpital, et c'était un peu le sens de ce titre qui est quand même un peu provocateur, c'est que, dans beaucoup de structures hospitalières qui sont dirigées par des femmes, le management est a beaucoup changé. C'est-à-dire que, on n'est plus dans un management, uniquement descendant,
qui s'exerce par la pression, voire la coercition. On est plus dans un management horizontal où la participation de chacun est importante et où l'avis de chacun compte autant que l'avis du ou de la chef de service. Alors évidemment, le ou la chef de service a le dernier mot à la fin, mais quand on intègre dans notre réflexion et nos décisions la parole et les aspirations des personnes avec qui on travaille, on voit que l'ambiance est beaucoup plus constructive, elle est plus collective, les décisions sont collectives et on va plus loin. Et moi, je pense qu'on n'est jamais aussi fort que quand on est plusieurs à décider ensemble d'aller plus loin. Et ce type de management-là, évidemment, c'est pas que l'hôpital qui devrait le mettre en place, hein, c'est dans beaucoup de secteurs d'activité où on pourrait avoir la même chose. Les choses bougent. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de la discrimination positive. Ça a aussi permis, dans des situations de direction à l'hôpital, qu'il y ait plus de femmes et donc que le management bouge, que la question de la femme, la question du harcèlement moral à l'hôpital, de la qualité de vie, des violences sexistes et sexuelles soit mieux prise en compte et donc on ait une amélioration de la qualité de vie au travail. Et vous pensez qu'il y a une vraie différence en termes de management, comme vous dites, entre les hommes et les femmes? Vous la notez, cette différence? Je la note, oui, ça a été rapporté par beaucoup de collègues. Des enquêtes ont aussi montré que ça permettait d'avoir un management qui prenne plus en compte la personne dans sa globalité et pas uniquement sur ce qu'elle apporte sur le plan professionnel. Vous pensez que des hommes, et en l'occurrence certains de vos collègues masculins, participent à ce combat? Parce que parmi les opposants, il y a quand même aussi quelques femmes. Donc vous appelez pas à une guerre des sexes? Pas du tout, non, non, absolument pas. Non, non, d'ailleurs, dans le service que je dirige, mon adjoint est un homme, et j'espère qu'un jour, eh bien, ce sera un homme qui prendra la direction et l'adjointe sera une femme, ce serait tout à fait logique. Non, moi, je pense qu'il n'y a pas du tout de guerre des sexes à avoir. On doit travailler ensemble. On doit travailler ensemble, sans qu'il n'y ait de bataille pour prendre la direction et dominer, en fait. Moi, je ne supporte pas les atmosphères de domination et c'est pour ça que je trouve qu'un management horizontal qui montre de l'écoute pour chacun n'est pas non plus un management de bisounours où tout le monde est gentil. C'est pas du tout ça. Ça n'empêche pas de viser l'excellence. Alors venons-en à votre action comme chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine pendant la pandémie de Covid et à votre exposition médiatique à cette occasion. Votre BD raconte votre vécu quotidien à cette époque. Au début, on manquait de tout. Le personnel hospitalier a été applaudi pour son courage et son dévouement. Puis, il y a eu les polémiques. Alors d'abord sur la potion magique du professeur Didier Raoult, puis sur les vaccins. Ça a été violent à ce moment-là et vous avez été victime d'insultes et de menaces. Comment vous avez fait pour tenir le choc à ce moment-là? Alors c'est vrai que l'exposition médiatique m'est tombée dessus totalement par hasard. Ça s'est passé, la première fois où, je suis arrivée à la télévision, c'est parce que, le matin même, mon ancien chef de service m'a appelée en me disant, «Ah bah, j'ai LCI qui vient de m'appeler, ils veulent que j'aille, parler, du covid à la télé, mais moi tu comprends, j'ai changé de fonction, je pense que c'est plutôt à toi d'y aller». Donc j'ai dit: «Bah écoute, OK, oui, pourquoi pas?» Et en partant, j'attrape dans mon bureau, c'était au tout début du mois de mars, j'attrape dans mon bureau des masques. Pour expliquer, je me suis dit, que moi je suis enseignante, j'enseigne à l'université, donc j'aime bien cette pédagogie. J'aime bien expliquer les choses pour que les gens comprennent, en fait. Donc je prends un masque FFP2, je prends un masque chirurgical, puis j'arrive en plateau. Et là, donc on commence à me parler Covid et puis on commence à parler des masques et je sors mes masques et j'explique: «Ben, voilà le masque FFP2, voilà le masque machin» et j'explique comment se transmettent les germes et tout. Et en fait, je pense que ça a été d'abord très naturel, assez pédagogique et à partir de là, eh bien, j'ai été énormément sollicitée et donc je suis rentrée dans une espèce de paradoxe. Est-ce que je dois répondre aux sollicitations? Mais en même temps, le problème, c'est que quand on dit non, comme les médias ont horreur du vide, ils vont demander à quelqu'un d'autre. Et on a bien vu qu'il y a eu pendant plusieurs semaines tout et n'importe quoi qui s'exprimait à la télévision. Ce d'autant qu'on était dans un grand climat d'incertitude. On ne savait pas le pathogène, la maladie, les traitements, etc. Et donc n'importe qui pouvait s'exprimer sur n'importe quoi.
Et moi, je me suis dit: «Mais déjà, il y a pas beaucoup de femmes». Donc effectivement, il y a un rapport de Céline Calvez, une députée qui avait été, saisie sur, la représentation des femmes dans les médias pendant le covid, qui a bien montré que le nombre de femmes expertes a chuté pendant le covid. Alors, c'est lié à plein de raisons. On fait plutôt confiance à un homme quand on est en situation de crise. Les femmes étaient moins disponibles parce que beaucoup, exerçaient leur métier d'infirmière, de médecin auprès des patients. Moi, c'était différent parce que j'étais chef de service, j'avais une équipe et j'avais organisé en fait, l'équipe pour couvrir toutes les missions qu'on avait à l'hôpital. Donc moi, je pouvais me détacher temporairement de ces missions-là. Et puis vous Et donc, dites que le temps médiatique, c'est pas le temps scientifique, hein. bah non, en Mmh. plus. Alors, et là aussi, je me suis dit, mais quand j'ai entendu ce qui se disait, qui était vraiment des inepties scientifiques, je me suis dit, mais si des gens comme moi, qui avons une formation d'enseignant, une formation de chercheur et qui connaissons le terrain, n'allons pas nous exprimer dans les médias, mais c'est des gens qui n'ont aucune de ces compétences-là qui vont le faire à notre place. Et évidemment, quand il y a une femme qui s'exprime et puis qui reste droite dans ses bottes, ça va être la personne à abattre. Et c'est ce qui s'est passé en particulier sur les réseaux sociaux. Mais du coup, quels souvenirs vous gardez et quelles leçons vous tirez du rôle des médias durant cette crise sanitaire? Alors, je dirais que les médias, la grande majorité, ont fait ce qu'ils ont pu et ont essayé de s'améliorer au fil du temps. Beaucoup de médias, en particulier télévisuels, n'avaient pas de journalistes scientifiques. Eh bien, des journalistes se sont vraiment imprégnés de culture scientifique et ont vraiment amélioré la couverture scientifique du Covid. Ça a aussi été le cas dans les journaux, mais eux, ils avaient déjà plutôt des Mmh. journalistes scientifiques. Donc je crois qu'il y a eu un effort collectif de la part de la plupart des médias, pas tous, hein, bon, je ne suis pas là pour trier les médias, mais il y a eu quand même un effort collectif de la plupart des médias pour mieux comprendre et petit à petit aussi savoir quels experts on pouvait inviter en plateau et quels experts il fallait vraiment mettre de côté. Et est-ce que vous pensez que notre pays il a tiré les leçons réellement de la pandémie? Est-ce que l'hôpital et la médecine de ville sont prêts aujourd'hui, si ça se reproduisait? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors on a beaucoup travaillé depuis, hein, il y a eu des commissions d'abord de retour d'expérience qui ont montré ce qui avait marché et ce qui n'avait pas marché. Il y a eu des restructurations au niveau, des agences, de l'État qui doivent gérer, la pandémie et préparer les prochaines pandémies qui ont eu lieu. Il y a aussi des moyens financiers qui ont été mis à disposition, dans le cadre, par exemple, des gros financements, France 2030 et les programmes d'équipement prioritaires de l'État qui ont permis, de mettre à disposition plusieurs millions d'euros pour renforcer les capacités de surveillance, renforcer les capacités de diagnostic. Préparer également les hôpitaux à pouvoir évaluer rapidement des molécules pour que si on a une pandémie, on puisse en l'espace de quelques mois mettre au point un vaccin, mettre au point des médicaments. Il y a aussi eu une meilleure intégration, enfin plutôt une compréhension, de l'importance d'être mieux intégré au niveau européen et que quand on répond à une pandémie, c'est pas nous tout seuls dans notre pays, il faut travailler avec, les pays alentours, en particulier les autres pays européens. Donc, l'Europe s'est aussi saisie de cette, de cette, Problème. obligation, de cette problématique de la préparation aux prochaines pandémies et il y a un gros effort collectif, qui est en cours actuellement et j'ai la chance de participer à plusieurs de ces projets, des projets européens, mais également, des projets, français. On a une agence qui s'appelle l'Agence nationale de recherche sur le VIH, les hépatites virales et les maladies infectieuses émergentes qui a été dotée de plus de moyens pour justement coordonner toute la recherche, sur ce plan-là. Donc j'espère qu'on sera mieux préparés. En tout cas, j on a bien pris conscience que c'était absolument indispensable, hein, parce qu'avec le réchauffement climatique, la mondialisation des échanges, on est, à risque d'avoir, n'importe quel virus, bactérie, parasite, champignon qui arrive sur le territoire et qui crée des pandémies. À la fin de votre livre, vous publiez une lettre à votre fille qui, lors de ses 13 ans, vous annonce qu'elle renonce à devenir pâtissière, mais qu'elle veut devenir comme vous, médecin. Et malgré la difficulté des études, les humiliations, on l'a vu, le sexisme, votre fille est donc devenue interne et elle a fait le choix de la pédiatrie. Et vous terminez votre lettre par ces mots: en t'engageant dans ce si beau métier, celui de médecin, tu créeras ta propre voie au service des autres, forte de tout ce pourquoi nous toutes nous nous battons, l'équité, la probité, la reconnaissance de l'altérité et cet élan d'humanité à la source de notre engagement.
Alors ces valeurs humanistes dont vous parlez, Karine Lacombe, ça reste un combat. Et d'ailleurs, dans cette lettre à votre fille, on apprend que vous avez été ceinture noire de judo. Oui, c'est vrai. Alors bon, je suis, très émue en fait, ma fille a beaucoup pleuré quand elle a lu ma lettre et même moi quand je la relis à chaque fois j'ai les larmes aux yeux, parce que j'ai mis beaucoup de moi, de mon expérience, des difficultés que j'ai pu traverser, mais également, de ma vie qui est pleine d'espérance, qui est aussi pleine de joie parce que je fais un métier, que j'adore. J'ai beaucoup pleuré quand, ma fille m'a annoncé qu'elle voulait faire médecine. Parce que je me suis dit: «Mais elle va traverser tout ce que Tu j'ai veux traversé. traverser? Est-ce que je vais avoir la force de la soutenir? Est-ce qu'elle va avoir la force d'aller au bout et que ce ne soit pas un échec?» Et au bout de quelques minutes, je me suis dit: «Mais attends, qu'est-ce que tu peux espérer de mieux et de meilleure reconnaissance qu'un enfant qui veuille faire la même chose que toi?» Or c'est dur, hein, enfin Ouais. pour je veux dire, c'est un héritage un peu dur à porter. Elle me dit: «Oh là là, heureusement elle a pas le même, nom de famille que moi». Ah, Mais non, elle a choisi la pédiatrie, c'est aussi très différent d'une maladie infectieuse. Elle me dit: «Quand même, je vais pas faire la même chose que toi». Mais je crois qu'elle est très épanouie dans son travail. Je pense que quand on choisit une voie, parce qu'elle touche au cœur et qu'on se sent appelé, on est, jamais meilleur ou plus épanoui. on Donc revient oui, à la vocation. voilà, c'est ça. Je crois que quand on a la chance de trouver sa vocation, on est heureux pour la vie. Merci infiniment, Karine Lacombe, d'être venue sur France 24. Merci pour Merci ce à vous. témoignage et merci à vous toutes et à vous tous de votre attention. Et on vous dit à très vite sur YouTube Première et toutes les plateformes de podcast. Merci à vous tous.